Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire. Retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Ce vendredi 12 février, 20h30, rencontre avec Charles Dia, ancien député, ancien administrateur du territoire d'Idiofa, cofondateur de l'UDPS. Mémoire, la nouvelle émission de votre radio. 91 ans, né à Idiofa, province de Léopoldville, devenue Bandundu, aujourd'hui Kwilu. Infirmier, dactylo, puis administrateur du territoire. Il est élu député, commissaire du peuple, puis il signe la lettre dite des 13 parlementaires au maréchal Mobutu. Notre invité d'aujourd'hui s'appelle Charles Dia Onken. Il va nous raconter 40 ans d'histoire. Ce père fondateur de l'UDPS, c'est le deuxième invité de votre émission. Le 26 février, changement de programme. Dans un seul mois, nous recevrons deux invités. Il s'agira de Léon Kengo Wadondo. En mars, mois des femmes, deux grandes dames. La première, Madame Catherine Zouzi Wambombo. Merci d'être auditeur, merci d'être téléspectateur. Vous êtes très nombreux à nous avoir suivis lors de la première émission avec le patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Nous vous en remercions. À tout vous dire, je ne savais même pas qu'on aurait autant de succès. Aujourd'hui, étape 2, Charles Dia Onken. Bonne soirée, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, mais surtout, bonne écoute. Charles Dia Onken, bonjour. Bonjour, papa Sakwa. Vous êtes Charles Dia Onken, né en 1930, fils de Yok Okul Okul et de Amafan. Ça, c'est l'information qu'on a sur vous. Oui. Mon père s'appelle Yok Okul Okul et ma mère Ndendom Amamtan. Amamtan Ndendom. Vous êtes né en 1930 à Idiofa. Non. Le 1er janvier 1930, au village de Mikungu, secteur de Kalanganda, territoire d'Idiofa, district du Kwilu, province du Kwilu. Vous avez grandi en province, vous avez grandi au village. Que faisaient vos parents? J'ai grandi au village. Mon père, par rapport à la situation actuelle, on dirait que c'est un notaire. C'est un notaire ou avocat libre, on le louait pour faire le jugement de telle ou telle famille. Et chaque fois, il gagnait. Et c'est de cette manière-là il est devenu riche. Donc vous avez bien grandi. Vous étiez dans une famille aisée. Apparemment, j'étais dans une famille aisée, mais mon père était chiche, strict. Il ne voulait pas dépenser beaucoup d'argent. Il me demandait d'étudier et pas comme argent. Il n'avait que la monnaie du pays, la monnaie du village. On appelait ça Mbala. Mbala, ce n'était pas une monnaie européenne. C'était quelle monnaie? C'était quel style d'argent? Eh bien, on appelait ça... C'était du troc, c'était pour... C'était le Mbala Mbala. Maintenant, pour payer mes études, papa devait acheter une chèvre ou un cochon avec la monnaie du coin et il vend maintenant à 1 franc, 2 francs, tout ça. Comme ça, il a la monnaie européenne pour me payer l'école. les études. Et votre maman était à la maison?
Maman était à la maison, mais maman faisait de l'agriculture. Vous avez été à l'école à partir de quel âge? J'étais à l'école à partir de 40 ans, 1940. À 10 ans, vous avez commencé l'école. Pourquoi si tard? Mais nous sommes au village. D'abord, pour moi, mon père ne voulait pas que j'aille à l'école. Il m'amenait en forêt, il m'amenait au champ, il m'amenait là où il faisait le vin de palme. Il voulait que je sois comme lui, mais pas question d'école. Pourquoi? Qu'est-ce que l'école avait de mauvais? Eh bien, il disait parce qu'il avait 3 femmes, tous les enfants allaient à l'école. Il dit, alors moi, je retiens Achard qu'il reste à côté de moi, et il ne voulait pas absolument que j'aille à l'école. Mais, c'est en 1939-1940, le premier ministre belge, je crois Busseret, a pris une décision rendant école obligatoire au Congo. C'est de cette manière-là, le missionnaire, accompagné d'un agent territorial, devait faire le recensement dans chaque village pour chercher les enfants ou les enfants qui se cachent pour ne pas aller à l'école. Papa s'est présenté avec ses femmes, avec tous ses enfants, sauf moi. Il m'a laissé caché à la maison. Et l'enseignant du village a dit à papa, a dit au prêtre, ce papa-là, tous les enfants qu'il a amenés ne sont pas des enfants scolarisable. Il y a un enfant, à peu près 10 ans, qui peut bien entrer à l'école. Il faut absolument que cet enfant vienne. On demande à papa, comme il ne voulait pas, il le refuse. On l'arrête. On le met à prison. Et après 10 jours, il ne pouvait pas supporter la prison parce qu'on lui a interdit de boire, on lui a interdit de manger de la nourriture de ces femmes, mais on mange de manger de la nourriture de n'importe quelle femme. Et là, ça ne plaisait pas. Il a demandé à maman, 10 jours après la prison, il a demandé à maman de venir me libérer et m'amener là où il faisait la prison. Parce que chez nous, c'était un centre sanitaire, il y avait des pavillons de malades et tout ça. Et l'État a transformé un pavillon en prison. C'est comme ça, il a envoyé maman, et maman est venue me prendre. J'ai juste dormi en dessous des lits et je ne sortais pas dehors. Maman est venue dire, votre papa en a marre de la prison, il vous demande de vous présenter, peut-être on va le libérer. Je sors, j'arrive, et le prêtre, l'agent territorial belge, dit, mais papa, c'est tout ce que nous cherchons. Cet enfant, comme ça, doit aller à l'école. Pourquoi vous le cachez? Alors, on m'a donné un bic, une ardoise, un crayon, une gomme, gratuitement, pendant que les autres payaient 1 franc ou 2 francs. Mais moi, on m'a donné gratuitement et mon père fut libéré. Il nous revient que vous avez été jusqu'à l'école normale et que vous deviez être professeur, instituteur. En quelle année terminez-vous vos études et pourquoi est-ce que vous n'avez pas été finalement professeur? Bon, professeur, non. Nous, à l'école normale, pour devenir instituteur ou enseignant. Et le père directeur m'a trouvé drôle parce que chaque dimanche, le père directeur devait faire une conférence avec tous les élèves, une fois par semaine, donc les 10, donc le dimanche. Et ce dimanche-là, lors de la conférence, il va dire
Il a rêvé, il dit ça à tous les élèves, il a rêvé, Dieu lui a dit, Biachar ne sera jamais un enseignant. Il est venu ici pour apprendre le français. Je vois que dans ce point, il n'obtient que le point de français, mais les autres points, alors Dieu m'a dit, il ne sera jamais enseignant. Dans ce cas, je veux voir s'il faut le renvoyer ou le maintenir. Quoi, vous n'aviez pas de bonnes notes, vous ne travaillez pas bien, c'est pour ça qu'il ne voulait pas que vous soyez enseignant, ou il a décidé à votre place que vous ne pouviez pas enseigner? Non, j'avançais bien, mais en français, je recevais le point qu'il fallait. Je recevais un peu 8 sur 10, 9 sur 10, les autres branches 6 sur 10, 7 sur 10. Et après, il dit, voilà, il a rêvé ce que Dieu lui a dit. Est-ce que c'était au père belge, blanc, de décider si vous pouviez ou non enseigner, ou ce sont vos résultats qui, logiquement, devaient vous permettre de pouvoir enseigner? Vous savez, c'est ça quoi, non? Même en mission, pendant ce moment-là, j'avais un ami, élève aussi. Et chaque fois, nous faisions route ensemble. Nous sommes allés nous laver. Et en cours de route, j'ai salué les filles. Je parlais en langue. Le soir, mon ami là est allé dire au directeur de l'école, dit mon ami là, hein, nous sommes allés nous laver là, il parlait avec des filles, il les a dit bonjour et tout ça. Est-ce que vraiment ça serait un bon enseignant? Et c'est comme ça que le père directeur, au lieu de dire clairement ce qu'on lui a dit, il dit il ne sera pas enseignant, et Dieu lui a dit ceci et ça. Mais au lieu de me renvoyer, le père de discipline s'est opposé. Il dit il est intelligent, il ne faut pas qu'on le renvoie. Voyons voir jusqu'à la fin de ses études. Ainsi, on verra ce qu'on peut faire de lui. À la fin des études, le père directeur me désigne enseignant dans une mission catholique qui s'appelle là-bas. Mission catholique là-bas pour donner cours. Et il remet à chaque finaliste son diplôme. Pour moi, le père retient. Vous vous souvenez que j'avais dit, j'ai révélé ce que Dieu m'a dit. Mais je retiens ton diplôme et après 2 ans de cours, vous viendrez retirer votre diplôme. J'ai dit au père directeur, il s'appelait Emile Adriansens. J'ai dit, dans ce cas, je ne peux pas aller donner le cours sans mon diplôme. Et je refuse. Il dit, bon, vous refusez d'aller donner le cours sans diplôme et moi, je ne vous remets pas votre diplôme. Je suis parti au village et le pédiatre a écrit à l'administrateur des territoires. Il y a un bonhomme qui s'appelle Lydia, tout ça. À ce moment-là, on cherchait tous ceux qui ont fait des études secondaires pour aller à l'armée. Il dit qu'il doit aller au service de l'armée. Mais entre-temps, quand je suis venu au village, je n'avais que 18 ans. 18 ans et demi, il n'y a pas d'emploi. Personne ne peut m'engager. Parce que la loi belge, c'était qu'il faut avoir 20 ans pour avoir du travail. À Idiofa, il y avait un médecin qui dirigeait l'hôpital d'Idiofa, a organisé des concours pour recruter les infirmiers. Et moi, pour perdre mon temps, attendant que j'atteigne les 20 ans, avant de chercher le travail, je suis allé, j'ai participé à ce concours, j'ai réussi, on m'a engagé. J'ai travaillé 2 fois comme élève infirmier. Entre-temps, le père écrit à l'administrateur du territoire, donnant mon identité du village et non d'Idiofa, parce qu'il ne savait pas que depuis lors je suis à Idiofa.
Les militaires sont partis au village pour m'arrêter. Le chef de village leur a dit, moi, je suis Ediofa. Je suis élève infirmier. Les militaires sont rentrés avec la convocation, ils l'ont remis à l'administrateur des territoires. Le bonhomme travaille ici et il n'est pas au village. L'administrateur a recommencé la convocation. Allez l'arrêter. Et comme mon directeur de l'hôpital s'appelait M. Stevens, c'était un médecin de l'hôpital d'origine française, et on est venu m'arrêter et je suis allé au territoire. C'est 500 mètres entre l'hôpital et le territoire. Et je réponds. Je n'ai pas entendu le médecin, parce que le médecin était dans la salle d'opération. Et comme j'adorais Léopoldville, j'attendais toujours Léopoldville. Alors, moi, je suis parti, je n'ai pas entendu le médecin. Le médecin sort de l'opération et la première personne qu'il cherchait, c'est moi. Où est Dia? On lui dit, mais Dia, on l'a arrêté et il doit aller au service militaire. Et il était fâché. Il est venu avec sa voiture jusqu'au territoire. Il m'avait assis devant le bureau des territoires. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis arrêté par l'administrateur. Je lui montre la convocation et le médecin se fâche. Il entre dans le bureau de l'administrateur. Il gueule l'administrateur. Vous autres, les espèces primaires, vous n'avez pas étudié. Vous n'avez fait que 6 mois en verse pour venir au Congo pour faire souffrir les Noirs. Cet homme travaille avec moi et vous envoyez la convocation pour l'arrêter. Est-ce que le service médical n'est pas un service de l'État? Vous voulez seulement qu'il aille à l'armée? Pourquoi? Le médecin se fâche, il sort, il me libère. Allons au travail. Et j'ai quitté le territoire. Jusqu'à là, j'ai été libéré de la prison pour aller à l'armée et j'ai repris le travail à l'hôpital. Vous êtes resté combien de temps élève, infirmier, puis infirmier? Vous avez travaillé pendant combien de temps dans cet hôpital? Pratiquement comme élève, je fais 1 an et demi. Mais comme infirmier, je fais 2 ans. Et le médecin, après 2 ans, il me dit, toi, tu voulais aller à Léopoldville. Maintenant, c'est une occasion, je vais vous envoyer à Léopoldville. Antoine Roger Bolamba, qui était le grand journaliste, on l'a chargé de venir d'Akikwit avec un concours pour recruter les élèves qui veulent aller à l'école amie. Et le médecin, il dit, voilà, il a eu une occasion. Il me dit, où est votre diplôme? J'ai dit, je n'ai pas de diplôme. Est-ce que tu étais à l'école normale? Oui, mais ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui était à l'école n'a pas de diplôme. Je lui ai expliqué comment c'était passé. Le médecin m'a mis dans sa voiture. On est rentré là où j'ai étudié à Mlambongo. C'est 60 km d'Idiofa. Il a demandé au père, ce bonhomme ici, il paraît qu'il a étudié ici, mais il n'y a aucun papier. Et c'est vrai, il a étudié ici. Ils ont dit non, il est têtu, on lui a demandé d'être enseignant, il a refusé, nous avons retenu son diplôme. Il dit, maintenant je vais l'envoyer à l'école amie à Léopoldville. Mais il n'a pas de papier. Il faut quand même un papier qui indique qu'il a étudié chez vous. Parce que pour participer à ces examens, les conditions que Roger Bolamba a amenées de Léopoldville, il faut avoir fait au moins une école secondaire. Le père m'a donné, on donnait à un médecin un papier tapé à la machine, mais pas mon diplôme.
tapé à la maison, oui, nous reconnaissons que il y a telle école, on m'a dit telle année, et tout. Et nous rentrons à Kikwit, à Idiofa, et après 2 mois, il m'envoie participer au concours à Kikwit, c'est Antoine Roger Bolamba. Le concours d'assistant médical de l'école Ami. Il y avait 2 sections. Assistant médical de l'école Ami et section d'assistant d'infirmière diplômée. Et le docteur, mon docteur est devenu dire attention, il y a 2 sections là-bas. Toi, tu dois participer à la section infirmière, mais pas à la section d'assistant médical. J'ai vu votre programme à l'école normale. Il y a de l'algèbre. Est-ce que vous avez vu, j'ai vu le concours d'Antoine Roger amené. On parlait de l'algèbre. Mais est-ce qu'à l'école normale là-bas, vous avez appris l'algèbre? J'ai dit non. Alors, vous partez, ne participez jamais à la section d'assistant, mais la section d'infirmier diplômé. Là, il n'y a pas d'algèbre. J'arrive à Kikwit, les jours de concours, beaucoup de mes amis qui étaient avec moi à l'école normale, qui étaient moins intelligents que moi, ils participent à la section assistant. Et moi, je vais aller assister à la section infirmière diplômée. J'ai dit non. Je refusais, je n'ai pas obéi à ce que le docteur m'a dit. Je suis allé assister à la section d'assistant. Et la section infirmière diplômée, on m'appelait, je n'étais pas là. Et puis après, le docteur a dit, avant de commencer le concours, attendons 30 minutes. Parce qu'il y a la rivière, est-ce qu'il est au bac, c'est quoi? On a attendu 30 minutes après. On ne me voyait pas. Alors que j'étais dans l'autre salle d'assistant, et on a commencé les examens. Vous avez fait l'examen d'assistant? J'étais à l'examen d'assistant et j'ai bien travaillé. Vous avez l'algèbre 500 points. Et sur ça, j'ai eu 0 sur 500. Par conséquent, j'ai échoué et je devais rentrer à Idiofa. Donc vous n'êtes jamais venu à Kinshasa à ce moment-là, à Léopoldville? À ce moment-là, je n'étais pas venu. Quand le médecin à qui le docteur a écrit une lettre qu'il devait faire l'examen d'assistant médical, parce qu'il m'a dit, au retour, il faut demander la réponse. Je suis allé voir le médecin là. Il dit, tu es ici, tu étais venu. Mais les jours de concours, je ne t'ai pas vu. Bon, j'ai expliqué ce que je pouvais dire. Il a écrit au médecin, il dit, mais le bonhomme que tu as envoyé, je ne l'ai pas vu, seulement je le vois au retour, et voilà. Donc le médecin me dit, pourquoi on ne t'a pas vu? J'ai dit, j'étais dans la section assistant. Je vous ai dit, là-bas, il y a l'algèbre. Tu ne peux pas participer là-bas. Tu es bête, le médecin était fâché. Il m'a chassé à l'hôpital de Idiofa. Il m'a donné un poste à 200 de Idiofa à Mangaï, comme titulaire d'un dispensaire, parce que j'étais malin, j'étais très très malin. Il dit, je ne vais pas te voir ici. Il m'a chassé, il m'a envoyé à... Donc vous êtes responsable à ce moment-là d'un dispensaire? Je suis responsable d'un dispensaire à ce moment-là. Parlez-nous un peu de la vie. Comment est-ce que vous viviez? Vous étiez infirmier, donc, responsable d'un dispensaire. Loin au village, à 200 km, vous dites, d'Idiofa. Comment viviez-vous à l'époque? Est-ce que vous aviez le minimum? Quel était le salaire? Comment se passait la vie? Bon, comme j'étais un peu à 200 km là-bas, la vie était plus ou moins bonne. Parce que c'est sur la rivière Kassai, les poissons coûtaient moins cher, et la vie était bonne. Mais, de fond de mon cœur, j'étais né au problème de Léopoldville. Et
je ne tenais pas à être infirmier. Entre-temps, comme j'étais seul patron là-bas, j'apprenais la dactylographie par correspondance et la sténographie. Après 2 ans, j'ai reçu la sténographie et la dactylographie. J'ai tapé à 10 doigts et j'ai quitté le service de l'infirmier et je suis allé chercher du travail dans une compagnie du Congo belge et j'ai été engagé là-bas comme commis et j'ai abandonné les services d'infirmier et on m'a envoyé à 250 km de Diofa comme commis, j'ai accepté. Et là, j'ai fait 5 ans de travail. Après 5 ans, en 1958, c'était le bruit de l'indépendance et tout ça. Et j'ai quitté là-bas, c'est l'intérieur, et je suis venu à Kikwit. Et on m'a engagé à la banque comme commis. Là, nous sommes en 1958. Est-ce que vous avez, à ce moment-là, déjà commencé la politique? À ce moment-là, je n'avais pas encore commencé la politique. Et c'est à ce moment-là, on commençait à parler de politique et de père comme état au président provincial et tout ça. Comme état m'a même intéressé, je dis non. J'ai vu que lui-même, une vie malheureuse et tout ça, et moi j'étais bien à la compagnie. Le politique n'était pas riche, mais vous étiez plus riche à vivre comme commis. À vivre comme commis parce que la CECA m'a réengagé. Puisque j'étais un bon dactylo, m'a réengagé. Et puis quand je protestais, il a dit non. Chaque fois, si le bateau d'alimentation, parce que la CECA avait un grand magasin de supermarchés. La CECA, c'est quoi? Compagnie du Kassai et de l'Équateur. Et à chaque arrivée de bateau, il me donne 5 kg de bière, il me donne 5 kg de... Maintenant, on appelle ça Thomson. Avant, c'était le Dorado. Dorade. Et puis un carton de viande là, bicarbonate. Et moi, je monte seulement. Je vendais à la cité, j'avais un petit magasin. Et voilà, c'est comme ça que j'étais riche. Après la première partie, ses débuts dans la vie, nous sommes à la deuxième, à quelques mois de l'indépendance. Les Africains, les Noirs, les locaux prennent du galon. Mais avant l'indépendance, les leaders se sont particulièrement fait remarquer par des écarts de comportement. Comme Lumumba, Cléophas Kamitatu pour le citer, a fait de la prison avant d'être investi président de son parti, le PSA. La politique, à l'époque, ne nourrissait pas encore son homme comme aujourd'hui. En 1957, il a détourné la taxe d'un vélo au prix de 600 francs. Et comme il faisait beaucoup de bruit pour l'indépendance, les Blancs étaient contre lui. En contrôlant ce qu'il faisait comme travail, comme commis, on a trouvé que les 600 francs manquaient. C'est le prix de taxe d'un vélo. On l'a arrêté, on l'a mis en prison pendant 1 an. Cléophas Kamitatu. Et il a quand même fait la prison 1 an. À la fin de la prison, il ne faisait plus il cherchait plus le travail, alors il devient président du PSA, Parti solidaire africain. Et Kamitatu était là, mais vraiment, il n'avait pas de sources pour bien vivre. En 1959,
il y avait de la chaleur, l'indépendance approchait, et il prêchait. Et on a africanisé les fonctionnaires. Il y a eu un commis des territoires qui est devenu chef des centres extra-coutumiers. On a mis l'ancien chef des centres extra-coutumiers comme en pension. Et nous, tous les évolués, on appelait les évolués, tous les évolués de Kikwit, toute la population de Kikwit, nous les avons excités, nous sommes allés, nous avons fait une pétition à ce nouveau chef de secteur, ce nouveau chef de centre extra-coutumier de Kikwit. On lui a obligé d'engager Kamitatou comme commis. Parce qu'il est président national, il n'a pas de revenus, il faut que vous l'engagez. Il est allé voir le chef de territoire et dit voilà, la population m'oblige d'engager et Kamitatou, je suis bien obligé. Et dans le cadre de l'africanisation, le blanc dit vous êtes libre, vous êtes chef, et vous pouvez l'engager. D'un côté, le blanc avait peur de l'indépendance, et de l'autre, alors il a engagé Kamitatou. Vous, à ce moment-là, vous ne luttez pas pour l'indépendance? Je ne luttais pas du tout pour l'indépendance. J'étais toujours à la CECA. Mais dans l'ensemble, comme ça, j'étais pour l'indépendance. Maintenant, Kamitatou, après avoir travaillé là-bas, au centre, 6 mois après, il détournait 30 000 francs. Et les Blancs ont donné à ce chef de centre extra-coutumier le service administratif, mais le finance, les Blancs devaient venir tous les 3 mois, tous les 6 mois, contrôler. Et en contrôlant, on a vu que 30 000 manquent. C'était le quitancier que Kamitatou dirigeait. 30 000, alors, le commissaire des districts de Kikwit a demandé au procureur du roi. On les appelait procureur du roi. Maintenant, on appelle procureur de la République. De la République, oui. Oui. Il est venu avec une convocation pour arrêter Kamitatou. Quelqu'un, il s'appelait Évariste, un garçon de Kwango, était commis au parquet. Il a téléphoné à quelqu'un du bureau des centres. On vient arrêter Kamitatou. Dites à Kamitatou, faites attention. 5 minutes après, le blanc est arrivé avec 12 militaires pour arrêter Kamitatou. Il est sorti par la fenêtre et il a fui. Et le soir, vers 18h, la population est venue, parce que c'était la période de l'indépendance. Mais non, on ne peut pas arrêter quelqu'un à 18h. Ce n'est pas la loi. Si vous voulez arrêter Kamitatou, ça sert le matin. À 18h, des types à téléphoner au conseil de dire voilà, je suis entouré par la population, ils m'interdisent d'arrêter Kamitatou, mais d'abord, Kamitatou en question n'est pas là. Il dit ils ont raison. À 18h, on n'arrête pas quelqu'un. Revenez. Le blanc rentrait avec les militaires et Kamitatou a disparu. Quand le blanc rentrait, le soir, on a fait des réunions pour qu'on trouve 30 000 pour Kamitatou. Personne n'avait 30 000. Et moi, ils sont venus chez moi. Tout ce qui était évolué, tout ça, des amis, il dit, c'est à toi de donner de l'argent. Parce qu'on connaît ce que vous faites, ce que tu as comme possibilité. Et ils ont fait des cas devant ma maison. Comme Kamitatou venait des séminaires, là, ils ont fait des camps, ils ont crié, dansé. Et à 5 h du matin, j'étais fâché. J'ai ouvert ma valise. J'ai mis dans l'enveloppe 30 000, j'ai jeté par la fenêtre en disant à Kamitatou, mon argent. Mais sans lui demander de signer le papier, à ce moment-là, aucune idée n'a répondu. À ce moment-là, le Congo est en train de
devenir indépendant. On parle de table ronde en Belgique. On parle de table ronde, on parle de ceci, mais dès qu'on a... Le Belge qui était à Kikwit, on a barré les noms des commentateurs sur la table ronde. Il dit il doit 30 000 francs. Nous avons fait le contrôle, il doit 30 000 francs, on doit l'arrêter. On a barré les noms. C'est comme ça que Kabitato s'est arrangé avec tous les amis, avec la population. Et moi, j'étais obligé de donner 30 000. Et on a donné ça au commis comptable des choses. Il est parti arranger tout le dossier, le registre financier. Donc, les 30 000 étaient en place. Et le lendemain, quand le blanc est revenu avec les 12 militaires, il dit à Kamtato, je vais vous arrêter. Vous avez détourné l'argent à Kamtato. J'étais le premier à se fâcher. J'étais malade. On m'a appris que vous êtes venu faire du bruit ici, que j'ai détourné l'argent. Moi, Kamtato, j'ai détourné quel argent? Alors, faisons des inventaires. Et quand on a contrôlé, tout était OK. Aucun franc ne manque. Et le blanc rentre, il va dire, comme ça dit, mais les noirs sont difficiles. Hier, j'ai marqué même, j'ai mis le cachet, j'ai signé là où le capitaine a détourné l'argent. Aujourd'hui, je parle, il n'y a rien. Et on lui dit, mais pourquoi tu as laissé le registre financier là-bas? Il fallait prendre le registre avec vous. Puisque vous avez fait ça, vous êtes bête. Moi, dit comme ça, je suis déjà comme monsieur gouverneur de la province de Léopoldville, comme quoi, Kabitato serait arrêté. Il était content, il fait trop de bruit, et c'est bien. Maintenant, il n'y a rien. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, c'est vous que j'arrête. Et le blanc, là, était arrêté. À partir de ce moment-là, il ne pouvait pas aller à la maison chez lui. Il ne pouvait pas téléphoner à sa femme. C'était vers 13h. Et le commissaire des districts a envoyé comptable, aller payer un ticket pour lui, pour Belgique. Et à 16h, on l'a amené à l'aéroport. Le capitaine est entré dans l'air Congo. Et donc, le blanc est entré dans l'air pour aller place de Kabitato jusqu'ici. Et ici, on a réservé une place à Sabena. Et quand il est arrivé, on l'a mis dans ce bonheur, il était expulsé. Mmh. Le 30 juin 60, c'est l'indépendance. Où êtes-vous? Que faites-vous? Eh bien, quand on a arrêté le blanc là qui est parti expulsé à l'île-place de Kabitato, maintenant Kabitato est remis sur la liste de la table ronde. Kabitato est parti à la table ronde avec les autres. Et là-bas, on a fixé la date de l'indépendance le 30 juin. Ensuite, la table ronde a décidé à chaque institution qu'on mette 3 Congolais pour s'habituer avec le rouage du travail que le flamand faisait. Comme institution, j'appelle gouverneur général. Il avait comme Congolais, c'était Kasavubu, Lumumba et Kachamora. Parce que 3 Congolais par institution. Pour la province de Léopoldville, c'était Kamitato avec quelqu'un du Bas-Congo, je ne sais pas si c'était Diomien ou qui, et puis un homme de Maïnombe. Et pour Idiofa Territoire, on a pris également 3 Congolais qui devaient aussi travailler auprès de la stratégie du territoire au mois de janvier pour attendre l'indépendance du 30 juin. Et à ce moment-là, moi j'étais toujours là, ce camp, mais quand on revenait de la table ronde, quand il a fait la réunion ici avec le gouverneur de la province, parmi les 3 pour le territoire de Dauphin, moi, je faisais nombre. Comme Tatou a dit, il doit faire partie
on nous appelait collège exécutif, avant l'indépendance. Et j'ai été nommé, avec les deux autres, collège exécutif pour le territoire de Idiofa. Donc, j'étais à Idiofa avant le 30 juin, en tant que commissaire, membre du collège exécutif. Et au mois de mai 1960, on ne peut pas donner l'indépendance le 30 juin sans député, sans sénateur. On a organisé les élections générales au Congo. Mes deux autres collègues étaient candidats, sont devenus députés, et moi, j'ai opté pour le territoire, pour l'exploiter le territoire, et je suis resté là-bas. Administrateur du territoire, ou l'équivalent. Membre du collège, mais avant le 30 juin, on m'a donné une commission observateur du territoire, parce que l'indépendance doit être remise à quelqu'un qui a le titre d'observateur du territoire. Donc le 30 juin, vous êtes le grand patron du territoire. Et tout le chef, le groupement, le chef de collectivité, tous les blancs, habitants les chevaliers au coin, tout ça, ils étaient là. Et nous devons recevoir l'indépendance à midi. Il fallait d'abord aller à l'église, faire une messe qu'on appelait Te Deum. Maintenant, on appelle ça messe d'action des grâces et tout ça. À ce moment-là, les blancs prient Domino Baudouin Dom. Hein? Maintenant, on fait le référendum, on sort à moins 10, 12h moins 10, et c'est devant moi qui devait commander. J'avais un clairon, un militaire clairon. Avant 5 minutes, je donne l'ordre, on descend le drapeau du Congo belge. Et avant 2 minutes, je donne l'ordre, on monte le drapeau du Congo indépendant. Jusqu'à 12h juste, le drapeau, des canons, tout ça, nous sommes devenus indépendants. Vous dites qu'on vous a désigné au collège exécutif, c'était en 59 ça? Non, janvier 60. Vous avez eu 6 mois ou 5 mois pour vous habituer à la fonction? À la fonction, avec des blancs qui existaient là. Il y avait à sa tête 2, 3 adjoints, des comptables et tout, tous des blancs. Et je devais travailler. Et ne pouvait pas, l'administrateur blanc ne pouvait pas signer tant que membre du collège exécutif que je suis là, sans que je contresigne la lettre de ce qu'il... Et comment ça se passe avec les Blancs à ce moment-là? Vous travaillez pour eux, avec eux, ou ils travaillent pour vous? Non, le blanc travaillait contre le noir. Même ceux avec qui vous... Même ceux avec qui je collaborais. C'était des collègues à ce moment-là. C'était des collègues. Et je vous dis qu'à ce moment-là, je gagnais plus que même les chefs de territoire blancs. Parce que toutes les maisons étaient occupées et moi, on m'a mis dans une maison de passage. Et selon la loi, selon les statuts, je suis dans une maison de passage, on doit me payer une indemnité de passage, on doit me payer une indemnité de logement et tout ça. Le blanc touchait 25 000 francs et moi je touchais 30 000 francs parce qu'il y a des indemnités de logement parce que j'occupais la maison de passage. Le 30 juin, le Congo devient indépendant. Son premier ministre s'appelle Patrice Emery Lumumba. En septembre, il est déjà déchu. Et avant de mourir au Katanga, alors qu'il était
surveillé ou détenu, c'est selon, par les casques bleus de l'ONUC. Il fuit pour rejoindre Kisangani. L'histoire nous rappelle qu'il est passé par votre territoire. Vous étiez administrateur de ce territoire. Vous dépendiez donc des autorités de Kinshasa. Mais les autorités de Kinshasa demandent à arrêter Patrice Emery Lumumba, Premier ministre déchu. Quelle a été la réaction de l'administrateur du territoire, Charles Dia? En tant qu'observateur, les autorités de Kinshasa, de la province de Léopoldville, ne m'ont pas demandé personnellement d'arrêter Lumumba. Une erreur, pour moi, je qualifie ça une erreur administrative. La hiérarchie, donc commissaire des districts, qui s'appelait Charles Dikitele, nous envoie un message. Voilà, je venais de recevoir le message. Lumumba va quitter Léopoldville, là où il est en résidence surveillée. Il va passer Kenge, territoire de Machamanimba, qui quitte territoire de Boulungu, et puis Diofa. Et dans le message, là où le cortège de Lumumba va avoir des problèmes, ou si Lumumba est arrêté dans un territoire, cet administrateur aura des sanctions très graves. Et moi, quand j'ai reçu le message vraiment en retard. Et quand j'ai reçu le message, j'ai immédiatement fait une note au cortège de Lumumba. Je dis, ne venez pas au chef-lieu du territoire. Le militaire vous attend à pied ferme. Plutôt que de collaborer avec les autorités, vous avez préféré collaborer avec Patrice Emery Lumumba. Eh bien, les autorités ne m'ont pas envoyé des informations. Moi, mon autorité, c'était le commissaire des districts, la hiérarchie à moi. Et le commissaire des districts traite avec le gouverneur de la province. Le gouverneur de la province envoie des instructions au commissaire des districts. Le commissaire des districts, nous les distribuons en tant qu'administrateur des territoires. Et c'est là où moi je dois obéir. Entre-temps, il y a un avion qui volait à basse altitude avec des tracts disant que celui qui dira où est passé Lumumba, ou qui va nous dire où se trouve Lumumba, il y aura une prime de 50 000. Les militaires ont ramassé des tracts, la population m'amène des tracts. Je dis, mais moi, je suis là sur le territoire, mes instructions doivent être signées. Les tracts, ce n'est pas mon problème. Mais j'ai suivi ce que la hiérarchie disait. J'ai écrit une lettre. Monsieur le Premier ministre, ne passez pas par le chef du territoire de Diofa. J'ai tracé l'itinéraire là où il doit passer. J'ai donné un cantonnier avec vélo qui est parti, heureusement, à 12 km de Diofa. Il a vu le cortège, et le cortège a pris la lettre, a lu, ils ont fait des demi-tours et ils ont suivi l'itinéraire que moi j'ai écrit à Patrice Emery Lumumba. Et j'ai dit passer par tel secteur, par tel pont, par tel bac et tout ça. Et ils ont fait ça. Et j'ai envoyé d'autres policiers au bac de la rivière Kamcha. Le passeur bac devait rester, devait veiller nuit et jour parce qu'on ne sait pas quand Lumumba va passer. Et c'est ce que je fais. Lumumba est arrivé là-bas vers minuit, on l'a traversé à minuit, et pour arriver à Mangaï, centre extra-coutumier, sur le Kassai. Et j'ai donné des instructions, parce que moi j'ai arrangé une fournée, nuit et jour, Mangaï et le chef de territoire. Et à ce moment-là,
Ils m'ont dit, Lumumba est arrivé. J'ai dit, occupé de lui, à manger et tout. Pourquoi à ce moment-là, pourquoi vous le soutenez? Vous savez avec les tracts qu'on le recherche. Oui, Vous savez que les autorités à Kinshasa ne veulent plus de lui. oui. Pourquoi est-ce que vous, autorité publique, vous décidez plutôt de l'aider? Comme je vous ai dit, je suis l'autorité. La hiérarchie, moi en tant qu'autorité, ma hiérarchie me donne l'ordre. Et les autorités de Léopoldville, ils savent qu'il y a des territoires, qu'il y a des districts, qu'il y a... On ne m'écrit aucun mot. Ah donc, c'est parce que le gouverneur ou l'autorité de Kikwit soutenait Lumumba que vous l'avez aussi soutenu? L'autorité du district de Kouilo Était avec... Soutenait Lumumba. soutenait Lumumba suivant la politique de Kinshasa. La politique de Kinshasa ici, les Kabitatou, de Gizenga qui était le vice-ministre de Lumumba et tout ça. Et là, c'est leur coin, c'est leur fief. Et moi, j'étais devenu administrateur par la politique de ces partis-là. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. On dit que Patrice Emery Lumumba n'est pas arrivé à Idiofa, mais Antoine Gizenga, lui, s'est réfugié à Idiofa. Lumumba est passé à Mangaï, à 125 km, donc j'ai donné seulement des instructions. On me dit qu'il est arrivé, j'ai dit faites ceci, à manger et tout ça, ainsi de suite. Et le matin, on fait un bon repas, un bon déjeuner, il mange. Après, Lumumba dit, je vais faire un meeting. On vient à la Fontaine me dire, monsieur le secrétaire, le Premier ministre qui fuit, il veut encore faire le meeting. J'ai dit, je suis loin de vous, je ne peux pas faire, que sa volonté soit faite. Lumumba a fait, après avoir pris le déjeuner, il est allé faire le meeting. Moi, je suis Premier ministre, moi, tout ça. Le meeting terminé, vers 10 heures, et Lumumba quitte le stade, 10h30, on se dit, j'ai faim, je dois encore manger ici avant de continuer. Et les agents viennent encore à la phonie. Monsieur l'administrateur, il veut encore manger. Qu'est-ce que nous devons faire? Que sa volonté soit faite. On a donné à manger à Lumumba et vers 13h, Lumumba veut sortir de la maison parce que son cortège était composé de 6 voitures. En sortant, une des voitures était en panne. Et Lumumba dit, mais on doit réparer ma voiture. Et les agents viennent à la faune, monsieur l'exploiteur. On doit encore réparer sa voiture. Qu'est-ce que nous devons faire? Je cherchais des mécaniciens. Mais les mécaniciens ici sont des blancs et tous ceux qui sont contre lui. Est-ce qu'on ne va pas l'arrêter? J'ai dit, arrangez-vous que sa voiture soit réparée. Les agents étaient obligés d'aller chercher le mécanicien blanc, bien rodé, pour venir dépanner Lumumba, pour venir réparer la voiture de Lumumba. Et en arrivant, la voiture, c'était une Fiat. Le mécanicien, ils ont dit, mais la Fiat, nous, on ne connaît pas ici. Nous n'avons que des Chevrolet, des Dodge, de je ne sais pas quelle marque, VW, etc., Ford, mais on ne connaît pas Fiat. On ne peut pas réparer. J'ai dit, allez lire à Lumumba. À la fin, on vient les agents dire, voilà ce que les mécaniciens ont vu ce que les mécaniciens ont constaté. Ils ont dit à Lumumba, une Fiat, nous, on ne connaît pas. On n'a pas de pièces, on ne peut pas réparer la marque Fiat que nous ne connaissons pas. Et Lumumba dit, alors dans ces cas, je dois vendre la voiture qui est tombée en panne. Les agents viennent encore à la fin. Monsieur l'observateur, Lumumba vend la voiture. Parce que la marque qui est tombée en panne, c'est Fiat, personne ne peut réparer.
J'ai dit... Et puis ils ont ajouté, il y a quelqu'un qui a 1000 francs qui veut acheter la voiture de Lumumba. Mais Lumumba vend la voiture à 3000 francs. Qu'est-ce que nous devons faire? J'ai appelé le chef des centres. J'ai appelé l'agent territorial congolais qui dépend du territoire. De chacun sort dans sa caisse 1000 francs. Soit 2000, vous donnez à l'agent qui veut acheter la voiture. L'agent s'appelait Eugène Kitoko. Il était agent territorial à Kibouano. Et 20 minutes après, ils ont trouvé les 2000 francs, ils ont donné à cet agent, et l'agent est allé acheter la voiture à Lumumba, il lui a donné 3000. C'est seulement vers 18h, 18h30, lorsque Lumumba a reçu ces 3000, il se met en route pour partir vers Port-Franqui. Actuellement, il est bon. S'il n'avait pas traîné autant, est-ce qu'on l'aurait arrêté? Si Lumumba n'avait pas traîné autant, faire le meeting, problème de voiture et tout ça, Lumumba serait arrivé à Kisangani, on n'allait pas l'arrêter. Mais quand il est parti à 18h, et à Port-Franqui, il y a la rivière Kassai, il ne pouvait pas continuer, il devait dormir à bord sur le port de ces rivières. Le lendemain seulement, on a fait appel, le bac est arrivé pour faire traverser Lumumba. Et dès là, en face, il y avait un agent qui s'appelait Bondibo Clément. C'était un agent de la Société Cotonou, un Portugais. Et là aussi, Lumumba devait prendre un grand déjeuner. Et il était dressé une grande table pour tout le cortège devait manger. Et entre-temps, il y a toujours des traîtres dans ce pays qui sont allés voir un père jésuite de Port-Franqui. Mais des traques tombent ici, on cherche Lumumba, on cherche Lumumba. Mais au moment où je vous dis, il est dans telle maison en train de prendre son déjeuner. Qu'est-ce que nous devons faire? Et le père supérieur, là, il dit, bon, ça va, il a fait la phonie au père supérieur de Sainte-Anne. Dites aux autorités de Kinshasa, eux qui cherchent Lumumba, mais Lumumba était ici à Port-Franqui, au moment où je vous parle, il est à table en train de prendre le déjeuner. Le père. Maintenant, je vous raconte la situation que je n'ai pas vécue. Parce que Mongoul était parti, faisait partie du cortège. Mongoul Diaka. Mongoul Diaka. Faisait partie du cortège. Comme c'était un ami au retour, il me raconte comment c'était passé. Maintenant, le père de Sainte-Anne est allé à Mongaliema pour rencontrer le chef de l'État, pour rencontrer Kasavubu. Le protocole l'a empêché. Il était là depuis 9 heures. Ils l'ont empêché. Il dit attendez, il attendait. Vers 11h30, le père se fâche. Il dit bon, je pars parce que chez nous, on mange en groupe. Si je traîne à midi, tout le monde va manger et peut-être je n'aurai pas à manger. Il se fâche. Et il y a un militaire supérieur de bonne foi là. Il dit mais pourquoi ce blanc-là se fâche et tout ça. On lui dit il veut être reçu par Kasavubu. On lui a fait attendre, il ne veut pas ça. Alors, ce militaire-là a appelé le père, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais j'ai l'information. Le père de Port-Franqui m'a informé que Lumumba est là. Maintenant, je voudrais informer le chef de l'État et on me fait traîner depuis 9 heures jusqu'à présent, 11 ans. Alors je dis, non, c'est sérieux l'information. Donc, celui-là va dire au chef de l'État à Kasavubu que ce père-là a une bonne information pour vous. Et
Kasavubu va appeler le père. Le père lui explique où se trouve Lumumba, etc. Et à ce moment-là, Kasavubu va appeler Mobutu, qui était le colonel. Il avait le bureau dans le building en entrant sur le boulevard. Mobutu est parti. Kasavubu lui a expliqué ça. Et il lui a donné l'autorisation de chercher un avion à affréter et suivre Lumumba. Mobutu trouve un avion avec 12 militaires. Il les envoie de suivre Lumumba. Arrivé, il est bon. Comme ils sont arrivés en retard, vers 16h, 17h, Lumumba était déjà parti. Et Lumumba était déjà dans le territoire de Moueka. Et là, les militaires qui sont partis dans l'avion ont réquisitionné de véhicules, de voitures et tout ça pour poursuivre Lumumba. Et ils sont arrivés à la rivière. Je crois la rivière s'encourt à Mangala. Et ils ont vu que des voitures. Ils ont vu que des voitures, mais Lumumba avait traversé en pirogue pour aller attendre de l'autre côté. Et vers 20h, ils sont sur la rivière en pirogue. On voit des voitures qui descendent, et ceux qui étaient avec Lumumba, comme Mongoul, il dit voilà. Vous voyez, ce véhicule-là, on ne sait jamais. Si on était resté là, nous serions pris. Et Lumumba, il dit, dans ce cas, retournons, il dit au pirogue de retourner pour aller voir ce qui se passe. Mongoul et d'autres qui étaient avec lui dans le pirogue ont refusé. Ils ont traversé la rivière, arrivé de l'autre côté. Lumumba est entré dans le bac et dit, allez, traversons, je vais voir ce qui se passe là-bas. Mongoul a dit, cette fois-ci, on n'obéit pas. Ceux qui ont traversé avec Lumumba dans le pirogue ont refusé de revenir avec Lumumba. Ils sont restés de l'autre côté et pour voir ce qui se passe. Et quand Lumumba est retourné, et il s'est trouvé avec les militaires et tout ça, et puis on l'a arrêté. Après administrateur du territoire, vous continuez la politique ou vous changez de métier? Après c'était le territoire, on change le gouverneur. Un gouverneur qui s'appelle Leta Norbert. Il m'imite d'Idiofa pour le territoire de Gungu. C'était son territoire d'origine. Cet administrateur-là, ce gouverneur. J'obéis. Après un an, il m'imite encore à Bandundu. À ce moment, on l'appelait Baninville. Et j'étais fâché. J'ai des enfants qui doivent faire aussi des études. Vous m'avez mis de Diofa à Gungu. Gungu, maintenant je dois aller à Baninville. Je refuse. J'ai pris ma camionnette, je suis arrivé jusqu'à Kékuit, chef-lieu de la province où se trouvait le gouverneur. J'ai dit au gouverneur, voulez-vous annuler votre invitation? Et pourquoi? J'ai dit non. En 300 d'invitation, moi, je ne veux pas. Il a refusé. Il dit, tu dois partir. Alors moi, j'étais aussi fâché, je lui ai posé la question. Monsieur le gouverneur, est-ce qu'il y avait un concours organisé? Vous avez reçu brillamment pour devenir gouverneur et moi j'ai échoué pour devenir administrateur. Nous tous, ce sont des fonctions politiques. Pourquoi vous faites ça? Lui, il était fâché. Il tape sur la table. Et il avait une sonnerie ici pour appeler
le militaire qui monte la garde devant sa porte. Le militaire entre, et le gouverneur ose dit, dis, allez, fais-moi sortir ce type. Et le caporal les regarde, Mondele Mboka, moi j'avais 4 galons aussi, le militaire avait 2 galons, et le militaire dit au gouverneur, dit, chef Nzambé, Mondele Mboka, na 4 galons, bon, biso ba soldat, to sima kaite. Soko to simeye, bako kanga biso. L'État a de courage. Maintenant, le même militaire est allé voir le commissaire du district, ma hiérarchie là, il dit Kenekuna, ça ne va pas entre Mondele Mboka et le gouverneur. Quand il est arrivé, il était là, vu que moi, il chamaillait avec le gouverneur, j'ai refusé l'invitation, tout ça, et il nous a séparés. Et à partir de ce moment-là, je suis rentré prendre ma femme, mes enfants, je suis venu à Kikwit et j'ai commencé à faire des affaires. Des affaires? Des affaires. Quelles affaires? Eh bien, je vais faire du commerce. Je vais faire du commerce, j'ai acheté un camion, je suis allé vendre des chenilles à Kananga, de Loabour, j'ai acheté le maïs, le manioc et tout ça pour vendre, et je ne voulais plus de... Là, nous sommes en 1963. Là, nous sommes en 1963-64. Quand est-ce que, ou comment est-ce que vous êtes élu à l'Assemblée provinciale, province pilote du Kwilu? Comme Tatou et Mongoul Diaka, Mobutu l'a nommé ambassadeur en Belgique. En quelle année? Je crois que ça doit être en 64. Et de la Belgique, en 65, il le nomme secrétaire général du MPR. 67. 67. Mongoul revient. Et puis, il va me nommer, moi, président sectionnaire du MPR de la ville de Kikwit. C'est à partir de ce moment-là, mes affaires sont ralenties. Mais pourquoi est-ce que vous laissez les affaires alors que les affaires vous donnent de l'argent? Vous allez en politique pourquoi? La politique, c'est surtout des honneurs là-dedans. Hein, c'est plus que... Kamisatou, mon Goldiaka me nomme président du MPR à Kikwit. J'obéis, je laisse tout. Et lors des élections de 1974, je suis élu député provincial à Kikwit. Kikwit, c'est un centre de agglomération, n'est pas un fief de chez moi et Diofa, mais un centre de tout le monde. Je suis élu grâce à Mongol. Et puis après, au Parlement provincial, je suis élu président provincial. Et Moulay-le-Pierre passera à Kikwit pour faire des désordres et Mobutu se fasse. Où était le gouvernement? Où était le gouverneur? Pourquoi Moulay est passé là-bas et on ne l'a pas vu? Maintenant, Mobutu supprime le gouvernement provincial du Kwilu, de Kikwit. Et on devient de nouveau chômeur. Et en 65, Mobutu ouvre la voie en politique, on fait des élections. Maintenant, cette fois-ci, je rentre et je vais aller donner ma candidature à Diofa, comme on m'avait connu comme premier administrateur, comme médecin, tout ça. J'ai été élu de nouveau président, député provincial.
Mais vous êtes commissaire du peuple Commissaire du peuple. en 1974. En 1974. Parlons un peu de la rébellion de Moulélé. De quoi s'agissait-il exactement? Quelle est votre implication? Eh bien, la rébellion de Moulélé, lorsqu'ils entraient à Kikwit, il a dit au gouverneur, ce que nous avons appris après. Parce que Mobutu envoie des émissaires pourquoi Moulélé est entré et tout ça. Et ces gens-là disaient, Moulélé est entré, le gouverneur l'a reçu, mais Moulélé a dit au gouverneur, je ne viens pas pour le gouvernement provincial, mais je viens pour le gouvernement central. Laissez-moi faire mon travail. Le gouverneur l'a laissé, il est parti au territoire de Gongo, là où il a commencé sa rébellion. Il a fait la rébellion, il a construit des camps et tout ça. Et Mobutu était fâché, il a supprimé le gouvernement provincial. Et puis, on voulait arrêter Moulélé, il a fui, il venait Diofa, on voulait l'arrêter, il a fui. Et puis, à la fin de compte, ça a duré au moins 5 ans, la rébellion de Moulélé. Mais comme il était épuisé, il a pris une pirogue. Il est parti à Brazzaville. Et il est rentré à Brazzaville. Comment est-ce que vous vous retrouvez parmi les 13 parlementaires qui signent la lettre ouverte au président Mobutu? La lettre 13 parlementaires, moi personnellement, comment je me suis trouvé dedans? Parce que quand vous regardez en général, comme si c'était une affaire de Balouba. Mais, quand j'étais élu président provincial à Kikwit, Tagizala était candidat gouverneur et moi candidat président provincial. Nous avons fait 8 mois à Kikwit sans gouvernement, sans l'Assemblée nationale provinciale. Mobutu a dépêché Étienne Tshisekedi en tant que ministre de l'Intérieur du gouvernement central. Aller à Kikwit, essayer de réunir ces gens-là, ces députés. Il faut qu'il y ait un gouverneur, il faut qu'il y ait un président de l'Assemblée. Étienne est venu à Kikwit et ça a duré 4 mois. Étienne Tshisekedi est resté 4 mois à Kikwit. 4 mois à Kikwit. Le ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Parce que les gens de Kikwit, les députés provinciaux ne voulaient rien entendre de Takizala comme gouverneur. Ça, c'est le camp de Djempiobi et le camp de Kodako. Et moi, je suis le camp de Kamitato, Pessa. Et après 3 mois, Tshisekedi, le ministre de l'Intérieur, il a dit à Tagizala, il faut faire le dia président de l'Assemblée. Comme ça, vous écartez d'une manière ou d'une autre Kamitato. Et vous restez seulement candidat de gouverneur. À ce moment-là, vous pouvez facilement être élu. Et après, on a envoyé des convocations, des appels, nous sommes rentrés dans la salle. Donc ça, c'est après 4 mois d'attente d'Étienne. Et je suis élu président provincial. Puisque, avant cela, nous étions 62 députés provinciaux. On nous a partagé Benzatoubi, personnel, il était président, comme ici le CNE, là, il était le président des élections, nommé président avec 3-4 autres. Mais, avec cette histoire de corruption, il y a longtemps, la corruption a commencé. Le groupe
de la commission électorale qui est venue à Kikwit. Tellement que comme ça, tu étais éveillé, et de l'autre côté, Tarizal avec Kim Piob éveillé. Alors, on nous a partagé des élections. PES a 62 députés, qu'on a que 62 députés. Et à chaque fois, quand on fait des élections, candidat gouverneur 62, candidat président de l'Assemblée 62, donc personne n'était élu. Et Étienne a donné cette idée-là à Tarizala. Il suffit seulement, Tarizala autorise un seul député de lui, et moi, je sors avec 63 voix, je suis élu. J'ai accepté, nous sommes entrés dans la salle, et Tarizala a dit, au lieu d'un député, mais tous les députés qu'on accorde 62 votent bien. On informe comme état tout. Il dit, faites attention, la situation a changé ici. Tarizala, avec son équipe, est d'accord qu'il doit sortir président de l'Assemblée, de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que nous devons faire? Comme tu dis, alors dans ces cas, tous les députés de PESA, 60 votes aussi, il y a président provincial. Comme ça, si les autres votent, qu'ils ne viennent pas dire que Dieu a été voté seulement pareil. Et lors des élections, dans la zone, je suis voté à 100%. C'est de là que vous êtes devenu ami avec Étienne Tshisekedi. Voilà, c'est là où je suis devenu ami avec Tshisekedi. Et quand la lettre de titre parlementaire circulait, c'est comme ça qu'il venait me contacter. Qui a écrit la lettre? La lettre, je crois que c'est Galula Padanchila. C'est lui qui écrit la lettre? C'est lui qui a écrit la lettre. Mais Étienne m'a présenté seulement la lettre déjà écrite, avec quelques signatures déjà dessus. Mais quand j'ai demandé, il m'a dit que le rédacteur était Galula Padanchila. Pourquoi est-ce que vous signez? Parce qu'à ce moment-là, on est en début des années 80, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga était le guide, tout le monde le suivait, et tout le monde avait peur de se lever contre lui. Pourquoi est-ce que vous suivez votre ami Étienne Tshisekedi contre Mobutu? Eh bien, moi d'abord personnellement, il a fait de moi le président de l'Assemblée provinciale. Et je devais être reconnaissant. Et ensuite, pendant que je suis député provincial, Moulele, dans sa rébellion-là, Mobutu a tué plus de 50 notables du territoire de Diofra. Il les a enfermés dans mon hôtel. Et on les tuait comme ça, avec des élites de l'armée. Maintenant, on les met comme ça en rang 5, et on vous donne le commandant là, qui dirigeait l'équipe, donne l'ordre de tchou, tchoup, chacun tire les 5 rebelles tombent, ainsi de suite. Donc il y avait 50. Et moi, j'étais député en Saint-Bobala, Conseil du peuple. Alors, j'écris une lettre à Mobutu. L'infraction est individuelle. Vos militaires n'arrivent pas à mettre la main sur Molele. Maintenant, on a arrêté les innocents et vous les avez tués. Et encore, dans mon hôtel, avec mes instruments de barre. Et quand on tire, on regarde, tout le monde devait rire. La Belgique, à chaque fois, pour 5 personnes, tout le monde rit. J'ai dit, mais ça ne se fait pas. J'ai écrit une lettre à Mobutu en tant que député provincial. Et qu'est-ce que vous dit Mobutu? Comment répond-il à votre lettre?
Mobutu n'a pas répondu à ma lettre. Et comme Tshisekedi était là-bas, je lui ai dit, voilà, on a tué les gens chez nous. J'ai écrit à Mobutu, ne m'a jamais répondu. Alors il dit, mais c'est une occasion. C'est une occasion de signer cette lettre que nous adressons à Mobutu. C'est une occasion. Et d'ailleurs, nous aussi, il a tué des chrétiens en Mbujimaï. C'est comme ça que, parmi les raisons que nous écrivons à Mobutu, il a tué des chrétiens, près de 50, 60, 100 chrétiens. Alors nous, on a écrit une lettre. Mais vous aussi, on a tué les gens de chez vous. Vous avez écrit, il n'a pas répondu. Mais pour mieux faire, signer aussi la lettre que nous avons et c'est dans ce sens-là que moi j'ai aussi. Comment la vie s'organise, notamment votre famille? Vous avez des enfants, vous êtes marié à ce moment-là? Oui. Vous avez combien d'enfants? J'avais 7 enfants à ce moment. Ils vivaient à Kinshasa avec vous? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe pour votre famille? Où est-ce que vous êtes emprisonné? Je suis arrêté. Comme je vous ai dit, 2 ans après, on nous a libérés. Et puis c'est là où le leader Etienne qui a demandé que nous allons demander à Mobutu pourquoi il nous a arrêtés. Non. Je veux parler de la période de prison. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Comment vivez-vous? Comment ça se passe? Comment vit votre famille? Je suis en prison. Ma femme vivait comme elle pouvait vivre. Et comme j'étais un grand commerçant, la GECAMIN a envoyé dans mon compte 35 millions de francs. Ou 35 millions de zaïres. Je suis en prison et le directeur de la BCDC vient voir ma femme, il envoie quelqu'un, dit à la femme de dire, son mari est arrêté, mais nous venons de recevoir 35 millions dans son compte. Il a signé un contrat de fourniture de maïs en grains à la GECAMIN. Maintenant qu'il est arrêté, qu'est-ce que nous devons faire? Renvoyer les 35 millions ou comment? Ma femme dit, la question est trop grande pour elle pour répondre. Si ce que vous dites est vrai, faites une note. Moi, je vois mon mari, quand je vais lui donner à manger, je le vois à présent. Faites une note et dites-lui ce que vous dites. Comme ça, il me dira quoi. Le directeur a fait une note. Vous êtes en prison, voilà, on vient de verser, etc., etc. Et j'ai donné ordre à ma femme d'appeler mon petit frère, payer le petit appel mon petit frère. Mon petit frère est descendu, il est amené en prison. J'ai fait une procuration. J'ai dit, c'est lui qui doit diriger mes affaires. Et c'est lui qui doit toucher les 35 millions, travailler avec. Quand vous êtes en prison, vous êtes en contact avec votre femme? En contact. Vous êtes emprisonné où? Nous avons commencé par Makala. Vous avez commencé, après vous avez été envoyé ailleurs? Après, j'ai été envoyé à Boulogo, à Likasi. Pourquoi? Au moment où on a éparpillé les gens, il y en a qu'on a envoyé à Luzumu, d'autres qui s'engagnaient. L'autre, il y a des tiennes étaient envoyés à Mayindombe et tout ça, après que ça gagne. Donc, il ne veut pas que nous soyons tous ensemble. Parce que pour Mobutu, il trouvait que si nous sommes ensemble, il y a trop de politiques qui se jouent, il nous a éparpillés comme ça. Et moi, à Boulogne. Et vous sortez au bout de 2 ans? Au bout de ça, c'est avant.
Maintenant, ici, c'est l'affaire, après avoir signé Le parlementaire. La lettre des parlementaires. Après avoir signé avec les parlementaires, les 13 parlementaires, nous sommes 2 ans après, ils nous libèrent, et puis nous, on dit, on va demander pourquoi nous a libérés. Ah oui, donc la première fois, on vous arrête. Oui. Après avoir signé, on vous arrête. Vous, quand on vous libère, vous allez demander au président Mobutu pourquoi est-ce qu'on vous a arrêté alors que le manifeste de l'Ansele, qui crée le mouvement populaire de la Révolution, prévoit dans son texte qu'il peut y avoir maximum 2 partis et pas le MPR seul. Ça, c'est Étienne. Après 2 ans, on nous libère. Il dit, nous, on va demander à Mobutu pourquoi nous arrête. Moi, Étienne, j'ai participé à l'élaboration des manifestes de l'Ansele. Et il y a une insiste qui dit que le parti, le MPR ne peut pas, la République démocratique ne peut pas avoir plus de 2 partis. Et le maréchal réagit comment? Le maréchal a réagi, il a dit à Seti, et ces gens se moquent de moi. Parce que j'ai déjà arrêté pour 2 ans. Maintenant, il vient, il me demande le motif. On parle de manifestes et tout ça. C'est à ce moment-là qu'il nous arrête. Et on nous éparpille de gauche à droite. Et moi, je suis envoyé à Lumumbashi, de Lumumbashi à Boloro, dans le cachot où était Patrice Emery Lumumba. Là, ça se passe comment? C'est dur? C'est dur, mais moi, j'étais bien. J'étais bien, on a mis 6 prisonniers à ma disposition, l'un pour chercher de l'eau, 3 pour faire le jardin, et l'autre lavandier. J'étais bien. Et vos contacts avec votre famille? J'avais téléphone et je pouvais téléphoner à ma femme à tout moment quand je voulais. Et vous êtes libéré après 2 ans encore? Là, je crois 2 ans, oui, après 2 ans, lors de la fête de 21 du MPR. 20 mai. De quelle année? Avant le 24 avril 1990. Pardon? Avant le 24 avril, avant la libéralisation. Oui, avant la libéralisation. Quand le maréchal Mobutu autorise qu'il y ait plusieurs partis, où êtes-vous le 24 avril 1990? Là, à ce moment-là, j'étais comme un enfant prodigue et j'ai fait l'IMPR. Vous êtes au MPR? Oui, je suis retourné à l'IMPR. Mais l'UDPS se crée quand? C'était en 1980. Qui a créé l'UDPS? Les 13 parlementaires. Cette création est venue avec la lettre ou cette création s'est organisée comment? D'abord, c'était la lettre des 13. Mais après 2 ans, c'est comme ça que Étienne dit non, on va retourner pour lui demander pourquoi il nous a arrêtés. Et puis le même Étienne dit, nous devons d'abord créer notre parti. Si nous rentrons pour la 2e fois ici, vous lui posez cette question, il est capable de nous retenir pour longtemps. Donc dans ce cas, créons d'abord l'UDPS. C'est comme ça que les 13 ont créé l'UDPS. Et puis ensuite, nous sommes allés, avec un statut à l'appui, ensuite nous sommes allés lui demander pourquoi vous nous avez arrêtés. Alors c'est à ce moment-là. Qui vous arrête? Il nous arrête, il nous fait juger pour nous condamner à 15 ans de prison ferme. Mais pourquoi est-ce que vous, membre de l'UDPS, avant le 24 avril, vous rentrez au MPR? C'est la misère. C'est la misère. Mais, c'est le quoi? Est-ce que vous pouvez me dire maintenant à la FCC, il y a quelqu'un, il y a qu'un politicien peut vous dire qu'il n'était pas dans l'UDPS? Tous les politiciens que vous voyez FCC, ils étaient tous
tous de l'UDPS, tous, vieux ou grands, à ce moment-là. D'autres étaient les étudiants, maintenant ils sont FCC, d'autres étaient des politiciens, ils sont des FCC, et moi j'ai fait la même chose. Mais pourquoi est-ce que vous ne restez pas à l'UDPS? La pauvreté, vous dites? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. La pauvreté, j'avais un appartement en Belgique, on a... c'est parti, j'avais des magasins, c'est parti, j'avais des camions, mon bouton a confisqué ça, alors c'est la misère. Et c'était le monde de tout le monde. Je donne mon doigt à couper. Si vous trouvez parmi les FCC celui qui n'était pas UDPS, vous me donnez, je donne mon doigt à couper. Mais maintenant, ils sont FCC. Donc, vous me posez cette question, je n'étais pas le seul. Donc, vous n'étiez plus avec Étienne Tshisekedi. Quels ont été vos rapports après? Vous ne vous voyez plus? Mais non, c'est un peu de choses. Après, on a mis Birulwa. Birulwa devenait Premier ministre. Et le Premier ministre Birulwa a créé aussi son UDPS. Et il m'a mis comme le président de son UDPS. Vous étiez président de l'UDPS national? À ce moment-là, avec Birulwa, Premier ministre. Mais je vous dis que c'était tout le monde faisait ce qu'il faisait pour bien vivre. Vous avez été homme d'affaires, hein? Depuis quand la politique est le métier pour que les gens vivent bien? Mais pour que je vive bien, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas déranger mes affaires. Je vous ai dit que j'avais un camion Mercedes de 10 tonnes qui était au garage de Sochimat ici. Quand on vous a donné l'ordre, on me l'a confisqué. Et quand vous avez un magasin au village là-bas et tout ça, on sait que vous n'êtes pas du MPR de Mobutu, on vous le saccage, on vous le vole, alors pour essayer un peu... J'avais un appartement en Belgique, ils ont fait la même chose. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose, des actes, des positions que vous avez prises dans le passé, vous avez 91 ans, je parle de politique, que vous regrettez de ne pas avoir faites? Mais non, le problème c'est que l'UDPS a des copains, a des amis du côté des FCC qui étaient tous UDPS. Et moi, tous les UDPS, je le répète, si vous me montrez un politicien des FCC qui n'était pas dans l'UDPS, je donne mon doigt à couper. Est-ce que vous regrettez d'avoir quitté l'UDPS? Est-ce que si c'était à refaire, malgré la pauvreté, vous auriez quand même quitté l'UDPS? Mais c'est ce que je fais maintenant. À ce moment-là, c'est fini. Maintenant que l'UDPS est revenu, j'étais un enfant prodigue, je dois rentrer à l'UDPS, je suis dans l'UDPS parce que l'UDPS a été créé par les 13 parlementaires. Et je suis 13 parlementaire. Vous n'êtes pas de l'UDPS maintenant? Pardon? L'UDPS accepte que vous rentrez au parti? Mais qu'il accepte ou pas, je suis un fondateur de l'UDPS. Vous savez, quand quelqu'un construit une maison, je suis un constructeur de l'UDPS. Quand quelqu'un construit une maison, ce n'est pas nécessairement que lui va habiter dans cette maison. Il peut mourir, ce sont des enfants, ce sont des oncles et ce sont des autres. Maintenant, l'UDPS, nous avons construit l'UDPS. Ce qui nous fait plaisir, c'est que l'UDPS, maintenant,
dirige le pays. Un des 13 parlementaires, un fils des 13 parlementaires est dans l'UDPS. Donc, je dois me faire plaisir. Est-ce que vous avez vu le président Tshisekedi depuis qu'il est au chef d'État? Non. Est-ce que vous avez cherché de le joindre? Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas vu? Eh bien, c'est organisé comment, l'entourage et tout ça. Et jusqu'à présent, on ne voit pas vu. Le président ne nous a pas reçus. Combien reste-t-il de parlementaires? Pardon? Sur les 13, à combien restez-vous? Nous sommes maintenant à 6. Avant-hier, nous étions à 7. Il y en a un qui venait de mourir ici. Maintenant, nous sommes à 6. Tous les 6 des 13 parlementaires encore en vie aujourd'hui n'ont pas réussi à voir Félix Tshisekedi? Je crois, à part Kyungu, Wakumanza. À part Kyungu, Wakumanza, qui a su voir le président. Mais les 5 autres personnes. Est-ce que vous pensez que l'UDPS, c'est on a beaucoup dit ça de M. Etienne Tshisekedi, c'est le parti par qui est venue la démocratie au Zaïre? Je suis bien placé pour vous donner cette réponse. Je suis à l'aise. Je vous dis d'abord, ce sont les 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS. Et nous disons, nous sommes le père de la démocratie et du multipartisme. C'est pour ça qu'on nous a arrêtés, on nous a tourné de gauche à droite et tout ça. Mais le DPS, nous avons construit une DPS. Et on doit savoir que c'est nous qui avons créé l'UDPS, les 13 parlementaires. Aujourd'hui, c'est un fils d'un des 13 qui dirige les DPS. On doit quand même reconnaître qui a construit les DPS, etc. Donc, ce que je vous ai dit là, avant, c'était question de problèmes et tout ça, des enfants prodigues, et ainsi de suite. Mais on ne doit pas nous oublier. Nous sommes les constructeurs de l'UDPS. Nous sommes contents parce que c'est dirigé par un des fils des 13 parlementaires. Monsieur Charles Dia, merci, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui voient la politique comme seule issue à leur avenir? Est-ce que vous êtes plus à leur conseiller de la faire ou de ne pas la faire? Vous savez, la révolution mange ses propres enfants. Et ce que j'ai remarqué en UDPS, l'UDPS a mangé non ses propres enfants, mais ses propres pères. L'UDPS a mangé ses propres pères. Nous étions restés 7. Et à part Kyungu, nous sommes en train de fumer les cigares sans feu. Nous broyons de la terre, mais nous sommes les constructeurs de cette UDPS. Alors, on doit quand même penser les pour et les contre. C'est comme ça. Et voilà. À 91 ans, qu'est-ce que vous espérez encore de tout ça? À 91 ans, je suis un des constructeurs de l'UDPS. J'ai des enfants. Personnellement, je pense que
ces enfants que j'ai produits qui sont des enfants de l'UDPS. Mais si même ses propres enfants-là, on ne pense pas en eux, tout ça, c'est... Je ne sais pas. À 80 ans, je n'espère rien, mais j'ai la progéniture et l'UDPS doit penser à eux. Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire. Retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Merci d'avoir été avec nous. Ici se termine notre rencontre avec M. Charles Diaonken. Merci à lui. Merci à sa vivacité. Merci à ce partage de l'espoir, ce partage de la mémoire, de notre mémoire, de nos vies. On va se retrouver très bientôt. On avait annoncé une émission mensuelle. En ce mois de février, un deuxième invité. Le 26 février, nous serons, après le journal de 19h, avec Léon Kengo Wadondo, procureur pendant 13 ans, plus de 10 ans Premier ministre. Il est revenu plusieurs fois. Il a été plus de 12 ans président du Sénat. Léon Kengo Wadondo, notre prochaine rencontre, le 26 février. À très bientôt.